Merci beaucoup et c'est évidemment que je dois remercier tout le monde pour cette merveilleuse journée. Je suis très contente d'être ici, je suis très contente de récupérer ça. Il y a quelques problèmes là avec la configuration, mais je pense que c'est pas important et qu'on va voir les choses comme il faut. Et pour cette fois, normalement je parlais toujours de la céramique, mais je suis un peu fatiguée de vous parler toujours de les mêmes choses. Pour ça, je vais commencer à parler d'autres choses qui me préoccupaient il y a quelque temps et qui vient donné par la céramique, par surtout ce processus que nous connaissons très mal chez nous, mais je pense que ce n'est pas seulement chez nous qui s'y transforme le peuplement dans les lieux, dans notre région, dans l'Andalouse, avec l'arrivée des musulmans, de l'arrivée de l'islam à l'Andalouse. Et à la période émirale, pourtant, chez nous, c'est les 8e jusqu'à 10e siècle. Et pourtant, et surtout, ça il y a beaucoup de temps, tout le temps que je viens ici, à la Tunisie, tout le temps, je me demande pourquoi que les choses ont été différentes là et ici. Et je suis toujours contente d'inviter Ahmed à demander pourquoi des toitures et pourquoi pas, ce sont des différentes formes de faire les toitures des maisons. Et essayer de voir une chose qu'on a parlé beaucoup ici dans ces journées, quels sont les éléments qui se sont environnement et qui viennent des conditions naturelles et géographiques et tout ça, et quelles sont les conditions culturelles, et quelle est l'importance de ça qu'il ne savait pas, les transformations de ça qu'il avait, et toutes ces choses. Et je pense je pense que c'est pas seulement que pense que la comparaison entre Portugal, le territoire d'Icar par l'Andalouse et de la Tunisie, d'Afrique, c'est bon parce que ce sont suffisamment différents pour voir des différences, mais ce sont aussi une dimension semblable pour avoir un point de comparaison équiparable. C'est ça l'introduction pour parler du Karbala andalous. Le premier problème, c'est justement essayer de définir quel est le Karbala andalous. C'est l'Occident, tout à fait, de la péninsule ibérique, mais parfois c'est difficile de délimiter parce que c'est une région pas administrative et les sources arabes, on laisse clair quelle est la limite. De toute façon, c'est plus ou moins un territoire au Occident qui est surtout pour moi une chose qui est complètement différente, je pense, de cette région d'Afrique, et que c'est la fin du monde. Ici, c'est le centre du monde de la Méditerranée. Nous sommes la fin du monde. Et je pense qu'on peut commencer pour voir quelles choses sont semblables entre la fin du monde et le centre du monde. Mais nous avons un problème, et que nous connaissons très mal cette période, la période qu'on dit émirale, la période du 8e, du début de l'arrivée de l'islam jusqu'à le califat d'Al-Andalus, des Omeyyades, c'est entre les 8e et 10e siècle. Parce que nous avons très peu de sources,
pour notre région, parce que nous n'avons pas beaucoup de achats. Les achats que nous avons sont surtout de la céramique. Et c'est surtout la céramique qu'on voit et qu'on étude. C'est pour ça que je travaille toujours à la céramique, parce que parfois il n'y a pas d'autres choses pour travailler pour cette période. Et ça qu'on trouve est que les lieux où nous trouvons des matériaux de cette période, ce sont surtout de caractère rural. Et même quelque chose urbain, quelques fortifications, pas beaucoup, parce que dans cette période, c'est comment... mais c'est surtout une réalité beaucoup ruelle. Que je pense qu'ici, c'est aussi la même chose pour cette période, mais on en parlera après. Le problème est qu'archéologiquement, nous n'avons pas beaucoup d'éléments pour savoir si c'est ça vraiment la physionomie des occupements de peuplement. Pourquoi? Parce que je vais montrer les travaux de ma collègue de Maria Conceição Lopes en Beja do Alentejo, pas de Beja ici à côté, et que c'est au travail à Conceição, et qui, dans ces travaux, dans la zone centrale de la cité, et Beja, c'est très important pour la période médiévale, pour surtout le 8e siècle, parce que c'est la capitale de la Cura, de la région du sud du Cap al-Andalus, et c'est un lieu qui s'est installé les Juntes. Les Juntes de l'Égypte viennent ici s'installer, occupent vraiment le territoire. Il a aussi, c'est très important, la présence des soulémas, une école juridique importante aussi dans ces régions. Pourtant, nous avons très tôt une vraiment importante islamisation. Mais quand on arrive à la Fouille, quand Conceição arrive à la Fouille, ça qu'elle trouve est qu'il ne reste rien dans la stratigraphie, parce que ici, ça qu'elle a trouvé, c'est les structures des temples romains qui sont complètement vidées à le 16e, 15e, 16e siècle. Pourtant, toutes les stratigraphies, il a sorti. Pourtant, nous avons ce problème. Et les choses qu'on arrive à maintenir de cette période, c'est précisément, on parle d'une autre chose complètement différente. Cet lieu, c'est une petite église. C'est une petite église qui j'ai assisté avant la présence islamique et qui a continué pendant toute la période islamique et continué après la conquête chrétienne. Pourtant, ce sont des éléments que ce sont certainement pas une évidence absolue. Nous avons peut-être, il y a une sélection de ça que nous avons et qui peut nous tromper dans les choses. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup de fouilles pour faire cette relation. Et à Mertola, nous avons eu la chance d'avoir suffisamment fouilles pour avoir un cadre plus large. Mertola, la ville qui est dans la fleuve Guadiana, une sorte d'île, mais que c'est surtout les portes de Beja. Et c'est un port important pour la Méditerranée. Les bateaux de toute la Méditerranée arrivent à Mertola et c'est la connexion avec Beja. Et ça qu'on peut voir à Mertola, c'est que l'Antiquité tardive a été beaucoup plus importante de ça qu'on parle
la bibliographie, les sources même, après la chute de Rome. Après Rome, il a une vie très importante et pour Mertola c'est très riche. Nous avons des structures très importantes qui sont de cette période relatives à fleuve, à la navigation, au port de Mertola, qui est cette structure, ce tour du fleuve. Nous avons des structures de l'Antiquité tardive très importantes avec des grands basiliques, avec plus de baptistères de l'Antiquité tardive. Nous avons ici c'est un des baptistères, pourtant ici nous avons un baptistère et à côté, très proche, nous avons un second baptistère et on sait par la fouille que ce sont encore en utilisation à la Xe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Si on veut ça, on veut aussi avec la manutention de l'église de Santo Amaro et qu'il n'a rien changé. C'est ça qui s'est passé. Mais on a précisément ça. On a des choses qui ne changent pas, qui continuent, qui se maintiennent dans les 8e, 9e, 10e siècle, mais certainement il y a des autres qui sont en train de transformer la cité et de changer tout. Et ici, à Mertola, nous avons un grand monument que c'est actuellement c'est l'église, mais a été l'ancienne mosquée de Mertola. C'est une ancienne mosquée qui encore a beaucoup des éléments du bâtiment dit de la seconde moitié du XIIe siècle, de l'époque almohade, mais certainement Mertola ne pouvait pas seulement avoir une mosquée au XIIe siècle. C'est évident qu'il devrait avoir une structure antérieure à ça. Et nous avons fait une petite fouille tout à côté de l'ancienne mirabe de la mosquée et on a trouvé des choses très intéressantes qui nous parlent aussi de la continuité et de la transformation. Et que dans cet espace, on a trouvé des structures. On peut voir ici les miracles du XIIe siècle, et peut-être avec un bâtiment du XIe, mais nous avons dessus les structures d'un autre bâtiment. Un autre bâtiment que c'est ça et que nous trouvons ici, que c'est clairement une structure avec un petit chose qui ferme ici et qui, quand nous pouvons voir les structures, on trouve une chose que je connais ici bien et que c'est ça qu'on appelle normalement les opus africanum, qui ici, vous savez, dans le deuxième siècle, c'est normal, mais chez nous, il arrive seulement à la péninsule ibérique dans le VIe siècle. Dans le VIe siècle, on commence à voir des constructions avec les opus africanum. Et pour ça qu'on a pensé, dans les premiers moments, quand on a trouvé ça, qu'il était une basilique aussi de l'Antiquité tardive, mais on a fait des essais de construction, mais certainement, cette petite abside, c'est trop petite pour une église. Et aussi, la autre chose importante est que l'orientation de l'ancien bâtiment dit de l'Antiquité tardive a une orientation complètement différente des autres structures de l'Antiquité tardive des chrétiens, des paléochrétiens. Et c'est pour ça qu'on a commencé à penser, peut-être c'est pas une ancienne
église, c'est la première mosquée à Mertola. Et c'est très intéressant qu'il arrive avec des techniques constructives qui sont héritiers de l'Antiquité tardive. Pourtant, c'est une transformation avec la même chose, mais pour faire de nouvelles choses. Et pourtant, qu'est-ce qu'il arrive de nouveau à le 8e, 9e siècle? Ce sont des bâtiments religieux, mais c'est aussi le pouvoir. Et c'est aussi les châteaux. Nous avons un de peu textes sources écrites de cette période. On parle précisément dans le 9e siècle de la construction du château, des parties des bâtis des châteaux dans le 9e siècle, mais ce que c'est le plus intéressant et que c'est bâti pas pour le pouvoir des cordus, c'est pour une famille locale de la région. Et ça, c'est très intéressant. On peut encore reconnaître la structure originale de la porte. La structure que nous avons maintenant, c'est une structure transformée dans la seconde moitié du XIIe siècle, à l'époque almohade. Mais on peut voir encore des éléments de la porte originale du, je pense, 9e siècle, et qu'il a encore une chose qui ressemble la construction du opus africain, avec des grandes pièces à faire une sorte de piliers et des petits éléments des autres côtés. Et que nous pouvons voir aussi dans les côtés de l'autre côté. Pourtant, pour notre région, on peut voir qu'on a des transformations importantes, mais toujours en train d'utiliser les mêmes choses qu'on avait en avance à l'Antiquité tardive. Bon, et j'ai beaucoup de choses à parler. Vous pouvez parler aussi des questions relatives à des nécropoles, la question de la continuité de l'occupation de l'espace de cette basilique funéraire de l'Antiquité tardive, qui encore dans le milieu, plus ou moins milieu du 8e siècle, a des éléments funéraires chrétiens, pas les chrétiens, mais aussi qui commencent à être substitués par la nécropole islamique, le même espace qui occupait en avance la nécropole paléochrétienne. Et aussi, on peut voir des autres structures de l'Antiquité tardive qui ont continué à être utilisées. C'est dans ces cas une sorte de mausolée de l'Antiquité tardive, mais que dans la fouille, on a trouvé qu'il a un moment de réutilisation, d'une occupation qu'on pense que c'est plus ou moins domestique. Pourtant, il a des changements aussi, et qui m'a rappelé un peu les choses qui parlaient, il y a les transformations des espaces avec des autres utilisations que non les originales. Bon, et c'est pas seulement ici, non, on pense qu'il y a des autres lieux où la relation avec les pouvoirs des cordus c'est différent. Et ça, on trouve par exemple, à mon avis, des Faro, la cité de Faro, où on a
importé, on conserve l'importe du rempart islamique, que beaucoup de monde dit que c'est de l'Ancien siècle, mais si on analyse la structure, clairement, en comparant avec l'architecture du pouvoir de ce moment, la mosquée de Cordoue, on peut voir clairement que les structures de l'arche, c'est les structures des arches plus anciennes de la mosquée de Cordoue et pas de plus récentes. Pourtant, on peut mettre un point avec la partie de la mosquée de Cordoue construite à le 8e siècle et non avec la partie construite dans le 10e siècle. Pourtant, dans le monde urbain, on peut voir des transformations qui sont... On a des continuités, il y a des transformations mais utilisant la même chose, mais parfois aussi des nouveaux éléments qui viennent des politiques différentes, des influences qui viennent de l'Orient et tout ça. Pourtant, c'est, même pour un lieu qui c'est la fin du monde, il a une complexité très grande des situations très importantes. Ça, c'est pour le monde urbain. Béja, Merto, Laval, ce sont des cités. Et le monde rural. C'est pire encore. S'il y a des diversités de choses dans le monde urbain, dans le monde rural, la quantité de situations différentes qu'on trouve, ce sont très très rares. Un des premiers, c'est la question de la fin de la ville romaine, la question des villas, les villas qui, normalement on parlait toujours qu'ils finissent dans le 4e siècle, dans un lieu on dit non, le 4e siècle et qu'il a la monumentalisation des villas, mais on va finir à le 6e siècle. Oui, peut-être à le 6e siècle, il laisse d'être une ville romaine dans le sens de la résidence de propriétaires, les personnes qui sont les chefs romains, mais la ville se transforme et continue à être utilisée. Si ce n'est pas un lieu dans le Cap, c'est un peu plus au centre de Cordoue que c'est Fuente de l'Álamo, et on trouve que dedans la ville, les maisons se sont transformées en petites habitations pour les paysans. Et qu'on fait dans le milieu des mosaïques, on fait comme on peut voir ici, on peut voir ici on ne peut voir rien parce que je n'ai fait ça que voilà. On peut voir ici dans le milieu que dans le milieu des mosaïques, on peut faire les foires pour la cuisine dans un espace qui en avant était en bibliothèque. Et ça, il y a des autres villes qui se transforment précisément dans ça qu'on parle à Beja, de se transformer seulement un espace pour des transformations des aliments, seulement pour la partie agricole utilitaire de l'espace et non pas habitationnel. Il y a plusieurs situations seulement pour les villes. Mais parfois, il y a des situations qui parfois peut être même non une transformation. Et je trouve très intéressant cet cas de Milreo, très proche à Faro, pourtant un lieu où l'islamisation c'est forte avec des influences du pouvoir de Cordoue, et qui on trouve dans la ville la présence d'une colonne avec des inscriptions en arabe. Des inscriptions en arabe qui, selon Adel Sidarus, un arabiste, ce sont des références à une famille moualate, une famille locale, mais
islamisée et qui se maintient dans la ville. Parce que l'inscription s'est faite quand la colonne était encore en pied. Pourtant, nous avons dans les 8e, 9e siècle, la ville, les fonds de la ville, c'est dans le début du 10e siècle, et encore une famille locale, peut-être les mêmes propriétaires de toute la vie, qui s'arabisent et qui maintient la structure de fonctionnement de la ville. Bon. Il avait des autres choses, on peut parler aussi du peuplement fortifié, mais on n'a pas le temps. Seulement parler du peuplement rural, que nous pouvons voir qu'il a, par exemple, dans les études de James Boone, à la région rurale de Merple, on trouve qu'il a une transformation entre la période romaine, qu'il a très peu de lieux, mais rend lieu très peu, et à la période islamique, où il trouve qu'il a beaucoup plus de lieux avec des différentes dimensions et souvent plus petits, autant petits qui parfois ce sont seulement une maison, ça qui a présenté aussi à Conseil Saint-Lô une sorte de casal rustico. Je me rappelle bien quel est le terme pour les casal rustico. Moi je dis toujours une petite ferme. Une petite ferme seulement avec deux maisons, 3 maisons qu'on trouve ici, mais on trouve aussi dans une autre région plus au nord, qui a été travaillée à cause d'un barrage de Alqueva, et on a fouillé ces petits lieux comme le Monte Roncanito, qui c'est la même chose, très petit, des choses, avec des céramiques, toujours les céramiques, techniquement très diversifiées, parce qu'on trouve des choses manuelles très locales de production de la famille pour haute consommation. On fait ça qu'on a besoin de consommer, et aussi des choses importées de qualité. Par exemple, nous avons les choses de moins qualité faites à la maison, et aussi une chose vraiment rare dans cette période que c'est un candile, une lucerne, une sorte de lucerne, avec une technique très rare à cette période, que c'est la glaçure, que chez nous, il commence à apparaître seulement à la fin du 9e siècle. Pour ça, on peut voir un lieu très important. Bon, nous avons plusieurs qu'on peut parler d'elle, je n'ai pas le temps, mais il y a des autres qu'on n'a pas même des structures, on trouve seulement des silos, et qu'on comprend encore comment ils fonctionnent, mais qu'aussi il y a dans cette période. Pourtant, à le monde rural, nous avons plusieurs solutions, l'ancienne villa, des petites fermes, des autres lieux, qu'on a même des structures physiques durables, seulement les négatifs des lieux Ok. Et comme déjà j'ai parlé beaucoup, je veux seulement aller parler d'une chose qui c'est dans le monde rural, on va trouver aussi l'islamisation avec des petits mosquées, très petits. Parfois, on rappelle ça que Nouria a montré de cette structure très basique. Et une autre fois, pour entrer à la question de pourquoi des choses qu'on a de différents, et ça qui m'a donné plus, c'est la différence que nous avons avec l'arabite, les rivates. Ici, que vous savez, ça que c'est vraiment rivat comme il faut. Et nous, ce qu'avons, c'est ça. Et nous savons que c'est une rabita parce que dans les fouilles, dans signe aussi,
Et comme pour nous, parfois, on trouve des éléments que peut-être on peut interpréter comme des marabouts, des moravites, mais qui nous parlent parfois des autres structures qui sont complètement différents et les problèmes ça qu'on connaît ici, ce sont surtout les certitudes d'après la période almohade et nous, ça que connaissons, c'est précisément ça qu'il avait avant et qui se sont complètement différents. Bon, ce sont surtout des questions et ce sont des questions que je pense que c'est en parlant avec vous et votre expérience, ça qu'on peut essayer de trouver des réponses. Et merci. Question pour Susanna. Susanna vient de faire un grand voyage pour le sud du Portugal. Elle a mis la Béja que je travaille à la fin du monde. Je m'en refais pas. Hein. Tout d'abord, merci, c'est fascinant. Et ce qui est le plus fascinant pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir appris que, voilà, que la Méditerranée continue à travers le fleuve, Ouessiana, parce que finalement, tout cet apport, alors c'est ça ma question en réalité, est-ce que l'apport est fluvial ou est-ce que maintenant il y a cette frontière dont vous avez un petit peu tous parlé qui est facile à traverser, qui n'est pas une réelle frontière, ou est-ce que c'est là que se passent les échanges? Donc comment s'est passé ce nouveau peuplement, cette conquête? Parce que probablement aussi que cette fin du monde, cette marge, cette province, vous avez dit que les jeunes égyptiens se sont installés d'abord là, peut-être que cette marche a contribué à, je ne sais pas, je spécule, vous avez vu la réponse comment, a contribué à la conquête finalement du reste, parce qu'elle est moins contrôlable. Et puis une dernière chose, nous ici on se sent toujours provinciaux. On dit toujours qu'on est la province. C'est être vu comme son sentiment pour une fois, ça nous fait vraiment. Oui, bon, on parlait toujours que la fin d'un monde, c'est le début d'un autre. Oui, et ça, oui, nous sommes la fin. Mertola, c'est les dernières portes de la Méditerranée, mais aussi c'est le début des routes terrestres qui ont continué vers Alentejo, vers Beja, mais aussi des autres régions. Et c'est aussi les passages pour l'hiver pour arriver à Lisbonne. Et Lisbonne, c'est les points pour sortir pour l'Atlantique et pour les Nord et tout ça. Pourtant, c'est toujours, c'est un peu une provocation. Nous sommes les femmes du monde. Sont les femmes dans le monde qui commencent et c'est le lien avec des autres mondes, tout à fait. C'est surtout ça que nous avons vu, pas seulement pour la période islamique, ça qu'on peut voir aussi pour l'Antiquité tardive, et qu'à Mertola, il arrive la céramique de toute la Méditerranée, beaucoup de céramique de la zone d'ici, de Carthage et tout ça, toutes ces céramiques. Et c'est à partir de l'époque de Mertola qu'il commence à être distribué en tous ces villages, et pas seulement les villages, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est surtout Juan et Conceição qui comprend mieux les céramiques, les relations dans cette période du 6e siècle. Mais le problème, c'est peut-être dans le 7e siècle, chez nous, qu'il s'arrête un peu, qu'il faut reconstruire les réseaux en certains moments. C'est vrai, je ne sais pas.
peut-être qu'on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est le 8e siècle, que c'est vraiment notre problème. Et pour nous, Ifriqiya, c'est dans le centre de la Méditerranée. Il vient tout arriver ici. Et ici, on trouve des choses très tôt, que chez nous, on va trouver seulement 2 siècles après. Possession. Monsieur le Président, vous me donnez l'autorisation de faire d'ajouter quelque chose à ce que Suzanne vient de dire. Donc, nous, on se sent aussi provinciaux, mais pas dans le sens de l'époque des Romains. On se sent lusitanien dans le sens que c'était Strabon qui a appelé cette partie du monde, qu'il appelait vraiment la Finistère, il a appelé cette partie de Lusitanie. Et nous, les Portugais, nous sommes les Lusitaniens. Parce que les Espagnols, qui faisaient partie aussi de la Lusitanie, ils se pensent toujours andalous, mais pas lusitaniens. Mais enfin, ce qui est intéressant, et que je pense on vient encore de commencer à établir les modules d'études, c'est que, en fait, cette région du monde, à l'écart du monde, la fin du monde, comme Suzanne l'a appelé, cette partie, elle était intégrée depuis longtemps dans un système, ce n'était pas seulement un système de commerce, mais c'était un système multifonctionnel qui passait par la Méditerranée. Depuis le 7e siècle, au moins le 7e siècle avant Jésus-Christ, nous avons à Aboul, du côté de Setúbal, donc nous avons une factoria phénicienne. Donc ça veut dire qu'on a déjà cette présence. Après, nous avons, après Carthage, nous avons par exemple à Salakia, les mêmes frappes de monnaie, donc les types de frappes de monnaie à Salakia, ils étaient les mêmes qu'à Cadiz, que par ses rapports avec Carthage, c'était toujours une factoria carthaginoise. Donc, disons que cette région de Guadiana et Sado, on ne sait pas quel était l'ancien nom, mais Sado, il venait jusqu'à Salakia. Donc, cette région du sud, elle était toujours mise depuis longtemps, dans le temps qu'on ne connaît pas, mise dans ce système de rapports qui était plus que des rapports économiques, que des rapports commerciaux. À mon avis, moi j'ai essayé de montrer, et Juan après m'a suivi, de montrer qu'il y a quand même des gens qui bougent. Et les gens qui bougent, ils ont des idées, ils ont des systèmes religieux. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le sud? Et ça, c'est une étude qu'il faut commencer à préparer. C'est, on a, comment s'appelle là, les dieux qu'on trouve ici à Carthage, donc Fortune déjà, mais on a aussi Serapes, Panteo, etc. Et donc, toujours ce couple qu'on a dans cette région. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, les Romains, l'Empire romain commence à se déchirer et on fait une restructuration de cette région, mais on revient aux anciennes relations prioritaires qu'on avait. Et donc, au XVIe siècle, XVIIe siècle, tout le monde disait, moi quand j'étudiais au lycée, l'ombre s'est fermée, c'est le Moyen-Âge, c'est le vide, on a coupé avec l'autre monde. Oui, c'est vrai pour le nord du Portugal, mais ce n'est pas vrai pour le sud. Et voilà, la céramique, elle est très importante parce qu'on a quand même des céramiques qui viennent d'ici, de la région de Carthage, mais non seulement. Et donc, on revient comme s'il y avait une mémoire de tout ça qui traversait l'époque romaine, et on revient au même rapport. Et ce qui est intéressant, c'est que, et Suzanne l'a montré vraiment bien, c'est que les églises catholiques, c'était, mais qu'est-ce que c'était ce catholicisme à l'époque? De la même façon qu'on peut parler qu'est-ce que c'était l'islamisme à l'époque, hein, parce que si on pense par exemple à l'islamisme au 8e siècle au Mali, qu'est-ce que c'est l'islamisme? Et donc on peut penser que c'est l'islamisme là-bas. Et on parle toujours de conquête, mais il faut mettre entre guillemets, parce qu'en fait c'était un mélange. Disons, les portes étaient déjà ouvertes. Et donc, comme Claude dit, c'était toujours les commerçants qui sont venus, qui ont installé
l'islamisme, et donc les gens qui étaient là, ils se sont islamisés rapidement. Bon, ils se sont mélangés et ont fait cette sorte de convoi entre les religions différentes. C'est pour ça qu'on a des églises, des mosquées, les églises qui se transforment en mosquées. Bon, ça n'a été pas peut-être aussi simple que ça, mais de toute façon, on a ça. Et ça, on peut les montrer. Et voilà, aujourd'hui, dans la contemporanéité, on se rejoint pour établir des formules, des modules, je ne sais pas quoi, pour mettre en route des projets communs. On dira même, on peut dire même, c'est la mémoire de nos ancêtres qui s'est transmise et qui fait que on vient ici en Tunisie, vous venez chez nous. Je ne sais pas, donc c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose d'impensé en tout cas, qui établit. Il y a aussi quelque chose d'impensé dans la communication m'a fait penser beaucoup à ça. Il y a un ciment finalement. Il y a un ciment. Merci, excusez-moi, je vous ai pris beaucoup de temps. Pardon? Il y a un ciment finalement. Oui, c'est un ciment complètement impensé, qu'on a adapté. Invisible peut-être, mais c'est ça. Il y a une petite remarque pour Suzanne. Donc la céramique, les fouilles, vous êtes avancé par rapport à nous. Parce que nous, on a les rebattes de Sousse, les rebattes de Monastir qui sont dégagées depuis des années. Et à part ça, les ribates, il y en a. Moi, j'ai fait toute la côte avec un ami qui travaille sur ces ribates-là, et tous les 30-20 km par ribat. C'est des constructions simples, modestes, comme tu les as montrées. Mais il fallait voir après. Donc, un ribat à Sidi Ali Makki, à notre Sidi Boussaïd, donc sur toute la côte, il y avait des constructions, mais qui ne sont pas étudiées du point de vue archéologique, qui restent à être étudiées. Et les ribats, généralement, ça commence avec les puniques. C'est des structures puniques, romaines, islamiques, ottomanes. Et je pense que c'est la même chose qu'on va trouver. C'est la longue durée de l'espace. Qu'on va trouver du côté de. Le ribat à cette époque-là, le ribat ici, c'est à la fois pour surveiller le littoral, mais effectivement, c'était comme des avias. C'était pour les moines, pour des monastères. C'est des monastères, c'est des gens c'est des ascètes qui viennent vivre dans les ribats. Et le ribat a beaucoup de moyens, donc ils peuvent vivre des moyens de ribat, etc. Donc, le ribat n'a pas qu'une fonction militaire. Donc, il faut voir tout ça et il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là.